Bonjour à tous, je suis Jérôme Desbœufs, donc de la mission Etalab. Je participe activement au développement de data.gouv.fr et de inspire.data.gouv.fr, donc qui est l'extension pour la compatibilité avec Inspire. Je participe aussi à quelques projets dont vous avez peut-être entendu parler, France Connect, API Carto, API Entreprise, etc. Donc si vous avez des questions après, ce sera l'occasion. Donc j'ai intitulé cette partie « Partager largement vos données géographiques » parce que souvent on les partage sur son territoire assez local. Et nous, ce qui nous intéresse au niveau d'Etalab, c'est de les partager au moins à l'échelon français. Donc un petit rappel sur data.gouv.fr. Donc son slogan, c'est « Partager, améliorer, réutiliser les données publiques ». C'est un portail national et une plateforme où vous pouvez utiliser un certain nombre d'outils qui est largement utilisé. Donc aujourd'hui, on a à peu près 5000 visites par jour, ce qui est pas mal pour un portail de données, qui est quand même un thème assez spécialisé, au service de tous les acteurs du territoire. Donc pas seulement les services publics de l'État, mais aussi les collectivités, les associations, les entreprises et même certains usagers qui, en fait, le soir, se transforment en activistes. Et c'est aussi une communauté de producteurs et de réutilisateurs, donc pas uniquement des gens qui font de la donnée et qui en sont les propriétaires, mais aussi des gens qui vont créer des cartes, des tableaux, des applications et on espère sur le plus long terme des services à valeur ajoutée. Donc la passerelle Inspire a été faite sur la base de trois opportunités. Une opportunité de standardisation des métadonnées des services, donc qui est un thème que vous maîtrisez bien. C'est en fait le cadre autour de la directive Inspire. Les plateformes qui sont de plus en plus nombreuses et fournies, donc les IDG et autres, et la dynamique liée à la directive Inspire qui, en tout cas, nous on le ressent au niveau d'Etalab, s'amplifie fortement, comme le rappelait Marc, notamment depuis le début de l'année précédente. L'ambition que nous on a sur cette passerelle Inspire, c'est de recenser les données existantes et les acteurs qui les détiennent, d'identifier toutes les données disponibles là tout de suite, en différenciant bien sûr les données donc pour lesquelles on n'a que la fiche de description et pour laquelle évidemment il faut faire un travail un petit peu plus poussé pour pouvoir s'en servir. Identifier les données qui sont ouvertes, donc là ça prolonge la discussion d'avant sur la licence et le cadre juridique applicable aux données qui sont diffusées. Faciliter la réutilisation, donc là évidemment c'est aussi s'appuyer sur les standards ouverts mais aussi proposer des services pour faire des standards ouverts quelque chose de facile à manipuler par tous, notamment au travers de transformations qui sont proposées pour utiliser les données dans tous vos outils. Et enfin, favoriser l'émergence de référentiels ouverts, ça c'est un petit peu le cheval de bataille d'Etalab ces derniers temps, avec la base adresse nationale, la base ERP qui est maintenant sous la juridiction de l'IGN et d'autres bases qu'on commence à esquisser aujourd'hui. Donc très rapidement, j'ai simplifié le schéma parce que le but c'est pas de faire une discussion très technique. Mais la passerelle Inspire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle moissonne les différentes plateformes du territoire, donc les IDG régionales, mais aussi les IDG thématiques, par exemple la santé, ou les grandes plateformes nationales comme GeoIDE, ou même le Géocatalogue national qui va servir souvent de complément pour nous, mais aussi des catalogues ultra-locaux, comme par exemple le catalogue de Grand Poitiers. On va faire un certain nombre de traitements pour transformer ces données, ces métadonnées, souvent au format ISO 1939, en des métadonnées qui sont directement assimilables par la plateforme data.gouv.fr. Donc les traitements, donc ça c'est le rappel simplement de ce que je viens de dire. Parmi les traitements qu'on va effectuer, ça va être de dédoublonner les noms des organisations ou de corriger. Donc ça c'est quelque chose qu'on a pu initier l'année dernière grâce à un apport du géocatalogue. On va aussi travailler sur les ressources qui sont publiées avec les données pour essayer de vérifier si les liens existent, si c'est des pages web, donc là on va estimer qu'on n'a pas un accès immédiat à la donnée, si c'est un zip dans lequel on va aller regarder ce qui se trouve à l'intérieur et on va analyser un petit peu le contenu. Et on va faire un travail de consolidation où on va cette fois-ci réunir un certain nombre d'informations qu'on a pu obtenir au travers des différents services web que vous publiez ou que des partenaires sur le territoire ou sur un autre territoire publient pour compléter vos données. Et enfin, en résultat, on a quelque chose de prêt à consulter, dans le cas d'une donnée qui n'a pas vocation à être publiée sur data.gouv.fr ou prête à publier. Et ça, on pourra y revenir un petit peu plus tard si ça vous intéresse, notamment en faisant une démonstration de publication. Quelques chiffres. En fait, la passerelle Inspire est opérationnelle depuis début avril cette année, donc c'est assez récent.
Sur cette période, on a publié 5700 un peu plus de 5700 jeux de données, dont l'essentiel proviennent quand même, il faut le reconnaître, de GeoIDE, et donc des DDT et des DREAL qui y sont adhérentes. Sur à peu près 20 000, hein, aujourd'hui on est à 20 000 jeux de données, donc une communication de la ministre Clotilde Walter sur le sujet. Donc c'est déjà bien, c'est plus d'un quart. Hein, en effet, on a pu valider notre théorie de l'an passé, qui était de dire la donnée géographique, c'est un acteur important de la donnée en France, et il faut vraiment le démontrer. Et il faut se servir de tout ce travail qui a été effectué dans le cadre de la directive Inspire, et par les différents acteurs dont vous êtes les représentants ici. On a aussi un peu plus de 4100 jeux de données qui sont publiables. Là, si demain le producteur se connecte et veut les publier, il peut le faire en un clic. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Peut-être parce qu'on en a déjà publié beaucoup et on ne voulait pas non plus endosser la publication de toutes les DDT de toute la France. Donc c'est aux autres un petit peu maintenant de se connecter sur DataGouv et de faire juste le clic qui manque. Comme ça au moins on les a en direct et ces acteurs-là peuvent répondre aux sollicitations du grand public, en tout cas le grand public de DataGouv, donc un public de spécialistes bien sûr. Et enfin pour les collectivités, aujourd'hui on n'a jamais pris la liberté de simplement référencer les données ouvertes des collectivités qu'on moissonne sur data.gouv.fr. On pourrait le faire, Google le fait très bien, hein, il ne vous demande pas l'autorisation de publier vos propres données sur son moteur de recherche. Nous on ne le fait pas parce qu'on espère que vous allez le faire sur la base du volontariat. Et enfin, on a encore plus, 3200 jeux de données aujourd'hui qui sont reconnus comme fonctionnels, on peut les télécharger en un clic, mais on ne sait pas trop, en termes de licence, ce que ça représente. Alors on a des pistes pour aller plus loin, notamment pour les services de l'État. On aimerait bien exploiter un petit peu plus les conditions d'utilisation Inspire pour peut-être décréter une sorte d'ouverture par défaut. Dans d'autres cas, il faudra gratter un petit peu plus. Et on a notamment des IDG qui ont poussé très loin le travail sur la conformité, peut-être un peu trop, ce qui fait que notre passerelle n'est pas suffisamment, on va dire, performante pour détecter les petits aménagements qui ont été faits dans les conditions d'utilisation de certaines IDG. Donc là, pour l'instant, on a passé notre chemin. On espère pouvoir avancer sur le sujet. Donc il faut savoir que ces chiffres évoluent très souvent, notamment le nombre de jeux de données publiables qui augmente très vite. Et là-dessus, je félicite vraiment les DDT qui font un énorme travail. Moi, je me rends compte de la quantité de données qui sont publiées tous les mois. C'est vraiment impressionnant. Bon, il y a des données au niveau communal, c'est sûr que c'est peut-être plus simple, mais c'est vraiment un super travail. Et nous, on espère pouvoir capitaliser sur ces données-là pour en faire des référentiels ou à minima des services qui sont disponibles sur certaines zones géographiques et qui seraient vraiment une démonstration que l'open data sert à quelque chose aussi en interne dans l'administration, en tout cas dans la sphère publique. Un petit point sur l'Alsace. Alors, quand je mets vu DataLab, c'est vu de ce que j'ai été capable de trouver comme information. Donc, essentiellement, ce que la passerelle Inspire sait moissonner aujourd'hui. On pourrait, je pense, décerner le Henri Verdier d'or à la DDT du Haut-Rhin. Parce que, voilà, 124 jeux de données, c'est très bien. En plus, la DDT du Haut-Rhin est le seul acteur, la seule DDT de France à avoir un compte sur DataGouv en propre, avec un représentant, une représentante même, je dirais plutôt, votre collègue, je pense, qui répond aux questions, qui voit les problèmes et qui résout souvent ces problèmes. Donc moi je dis chapeau, c'est très bien. On a aussi la région Alsace qui a 23 jeux de données en attente de publication, donc on attend qu'elles soient publiées, on espère encore. Le département du Bas-Rhin, peut-être. Le département du Bas-Rhin, DREAL Alsace, DRAF, etc. Et aussi d'autres acteurs qui sont souvent entre 1 et 10 jeux de données. Donc souvent c'est aussi des coproductions avec d'autres acteurs. Voilà, mais c'est une région qui se place très bien par rapport aux autres, en tout cas en France. Donc ça, c'est simplement les petits logos, parce qu'on aime bien mettre les logos des collectivités qui nous suivent et qui ont été les early adopteurs un petit peu de cette passerelle. On a un petit peu de tout, hein. On a vraiment on a le SDIS du Tarn, on a des villes, on a des régions, un petit peu tout type de services. Et maintenant, on a même la recherche qui commence à s'intéresser à nos travaux, notamment le Muséum d'histoire naturelle là, qui nous a encore relancé ce matin. Et les agences de l'eau qui devraient arriver en masse, normalement, d'ici la fin de l'année. Alors la feuille de route. Donc la passerelle Inspire, au départ, c'est ce que je vous dis. Donc c'est surtout référencer les jeux de données sous formalisme Inspire et identifier les jeux de données qui sont publiables facilement sur data.gouv.fr dans le but d'avoir une diffusion large. Évidemment, ce travail qui a été fait sur un petit peu plus d'1 an maintenant, ce travail, on ne veut pas l'abandonner parce qu'il y a quand même
quand même quelque chose de conséquent derrière au niveau technique. On aimerait bien pouvoir capitaliser dessus. Donc, le premier axe de développement sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est la mise en place d'un nouveau moteur de recherche de données. Alors, pour ceux qui ont déjà testé inspire.data.gouv.fr, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup ici, mais la doctrine, enfin, l'approche, c'était plutôt de dire, voilà, vous recherchez dans un catalogue. Vous allez choisir directement Sigal Alsace, vous allez choisir directement GeoIDE, et vous allez rechercher à l'intérieur de ces catalogues-là. On s'était dit à l'époque que c'était quand même c'était plus naturel par rapport à ce qu'on récupérait comme données sources. Ensuite, pour publier efficacement, ne pas avoir de doublons et avoir un certain nombre de traitements, d'enrichissement par chacune des plateformes, on a cet été mis en place la recherche multicatalogue, donc un petit peu dans l'esprit du jeu catalogue, vous recherchez une fois et vous trouvez les données qui vous intéressent. Donc ça, c'est déjà fonctionnel. Simplement, ce n'est pas visible, mais je peux vous donner l'adresse, c'est facile d'y accéder. Mais c'est pas encore, c'est pas facile de rechercher encore. Le moteur de recherche est un peu faible. On ne peut pas, par exemple, avoir une syntaxe comme sur Google où on voudrait mettre plusieurs mots et trouver quelque chose par pertinence. C'est quand même assez, les résultats sont assez faiblards et là-dessus, on aimerait travailler un petit peu plus pour avoir quelque chose de plus efficace, de plus riche aussi, parce qu'aujourd'hui, on ne remonte qu'une partie des métadonnées que vous saisissez dans vos catalogues, parce qu'on a souhaité remonter ce qui était directement publiable sur data.gouv.fr. Maintenant, on peut publier plus, et on peut aussi raconter un petit peu plus. Et maintenant que la passerelle Inspire peut devenir aussi un espace de recherche, on peut peut-être aussi rajouter des éléments à valeur ajoutée qui sont typiques de notre secteur métier, en tout cas. Deuxième sujet de notre feuille de route, c'est proposer un service pour la disponibilité des données vectorielles. Alors ça, c'est pas de gaieté de cœur parce qu'en fait, on préfère que les données soient téléchargées directement de là où elles sont produites, du service web à partir desquels les données sont publiées. Simplement, aujourd'hui, en termes de performance, c'est pas du tout possible. Performance et disponibilité, c'est pas du tout possible encore, notamment en raison de certaines contraintes techniques des catalogues qui vont, par exemple, en cas même d'une mise à jour technique mineure, vous remettre à jour toutes les URL pour télécharger les données, ce qui fait qu'en fait, on perd pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, la disponibilité de certaines données. Alors, ce qu'on peut peut-être faire sur un catalogue de données géographiques, on ne peut hélas pas le faire sur data.gouv.fr, sinon ça remplit l'espace modération de data.gouv de notifications, de signalements variés. Et aussi en termes de disponibilité des serveurs et de performance, parce que hélas, il y a quand même pas mal de serveurs de l'État qui, après 17 h le vendredi, ne sont plus disponibles. Hélas, les activistes, associations, entreprises travaillent encore souvent le week-end. Donc voilà, on va faire un travail de mise en cache en fait, de ces données pour qu'elles soient toujours disponibles. Mais évidemment, dès que quelqu'un télécharge les données, on établit la connexion avec le serveur qui les publie. Si le serveur ne répond pas, voilà, on envoie les données en cache. Mais si le serveur répond, on envoie bien sûr la version la plus récente et la plus à jour. Donc ça, c'est un travail qu'on aimerait finaliser d'ici la fin de l'année 2015. Troisième chantier, la création de référentiels, on a appelé ça référentiels fédérés nationaux. Alors ça peut changer encore de nom en fonction des coms et les différentes communications d'État Lab. Il y a un travail qui a été fait assez important sur les standards Covadis. Donc nous, évidemment, on ne standardise pas au niveau d'État Lab, on profite des standards. Donc ce standard est utilisé de plus en plus massivement et on aimerait bien pouvoir en faire quelque chose et créer des référentiels nationaux. Je pense que c'est déjà l'objectif de toute façon de cette standardisation. Donc nous, évidemment, on ne résiste pas à l'idée de faire un petit proof of concept de tout ça et de proposer sur certains thèmes intéressants des référentiels nationaux, avec des trous, hein. Bien sûr, il y aura des trous, il y aura toujours des trous. Mais en tout cas, d'être capable de répondre à des questions simples. Par exemple, moi, est-ce que adresse un tel, je suis dans une zone inondable de telle catégorie, de tel type. On doit pouvoir me répondre, non, vous n'êtes pas dans une zone inondable, oui, vous êtes dans une zone inondable, ou je ne sais pas, parce que vous êtes dans une zone où en fait on n'a pas l'information. Et ça, c'est des informations qui sont essentielles dans le programme Dites-le nous une fois dont on parlait tout à l'heure avant, pour pouvoir faciliter un certain nombre de démarches administratives, que ce soit pour l'utilisateur final, donc pour le citoyen, ou pour l'entreprise, ou même pour des administrations qui ne communiquent pas toujours très bien entre elles en termes de base de données. Donc, je vous parlais des zones inondables. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le petit cycle là, post-catastrophe sud-est, mais on va peut-être prendre un peu de recul et faire quelque chose de différent.
Mais c'est un des thèmes qui nous intéressait le plus parce qu'il y a quand même un sujet de réflexion maintenant au niveau d'Etat Lab et au niveau du SGMAP en général sur le permis de construire et sur pourquoi pas le moderniser. Voilà. J'ai mis API Carto qui est un débouché. API Carto, c'est un composant qu'on développe au SGMAP qui regroupe en fait ce que je vous disais avant, c'est poser des questions simples à partir d'une adresse ou d'une parcelle pour avoir une réponse simple dans le cadre d'une démarche administrative. Donc tous ces référentiels-là auraient vocation à alimenter ces briques logicielles dans le cadre de développement de services. Et un dernier développement qui est, quand on regarde la météo le soir à la télévision, il y a toujours l'indice de confiance 2 sur 5 à la fin de la semaine. Voilà, c'est pareil. Donc ça, c'est un élément de la feuille de route qui a été validé, mais qui peut encore changer. Alors on se dit maintenant, ça serait peut-être intéressant de plancher sur un outil de publication, de partage de données géographiques, encore plus simple que ce que vous utilisez aujourd'hui, en capitalisant sur ce qui a pu être fait, sur les nouvelles versions de Géosource, sur la passerelle Inspire, sur data.gouv.fr. Essayer de faire un mash-up de tout ça pour faire les choses une seule fois et les faire bien. Voilà, ça serait évidemment centralisé, parce qu'on y croit assez fort au niveau d'Etat Lab, ergonomique. Et évidemment, ça pourrait, pour certains, alors ça ne s'applique pas à tous les représentants, à toutes les organisations présentes ici, mais pour certains acteurs, notamment les petites communes qui rentrent maintenant, enfin les petites communes, les communes de plus de 3500 habitants, qui rentrent dans tout ça, en fait, qui en étaient exclus jusqu'à maintenant, on ne va pas leur dire installer ce qu'il faut pour Inspire, installer ce qu'il faut pour l'open data, ayez un référent pour tel ou tel sujet. Il faut leur proposer des outils simples pour qu'elles puissent faire tout à la fois, sans avoir à lire tous les textes. Et peut-être que d'ailleurs, l'outil que vous décriviez pour savoir le logigramme, pour savoir ce que je dois faire en fonction de ma donnée, peut-être que c'est le genre de choses qui serait intéressant à mettre dans un tel outil. Enfin, je terminerai avant les questions et la potentielle démo sur les autres réflexions en cours au niveau d'Etat Lab, un petit peu plus largement, mais sur les thèmes Inspire. On a commencé une réflexion aussi avec Open Data France sur la cohérence des plateformes au niveau régional et national, parce qu'il y a des plateformes Open Data, il y a des plateformes des IDG, il y a des plateformes à différents échelons, les villes, les départements, et ça commence à faire beaucoup de plateformes. Et comment on fait pour que tout ça ait un peu de cohérence, qu'on arrive quand même en tant qu'utilisateur final à trouver ce qu'on cherche et la version la plus à jour. Ça, c'est un vrai chantier. Alors, il y a des aménagements techniques qui sont faits là en ce moment sur data.gouv.fr et qui seront proposés à titre de recommandation aux autres outils pour éviter les doublons et éviter ces problématiques de cohérence. Ça ne sera probablement pas suffisant, donc il faudra mettre en place une sorte de plan ou de recommandation nationale qu'on aimerait piloter, en tout cas au niveau d'Etat Lab. Les stratégies de moissonnage, je ne vais pas en parler, mais ça revient à peu près au même sujet. Enfin, on fait une expérimentation avec le SGAR Midi-Pyrénées qui a répondu donc, à l'appel à projet investissement d'avenir sur l'industrialisation de l'ouverture des données qui a eu lieu donc ça c'est important, notez-le dans un coin de votre tête. Le projet d'investissement d'avenir de mars en fait était un financement de 50% sur une enveloppe totale de 500 000 euros par BPI France, etc. N'importe quel acteur public sponsorisé par un ministère ou ce qui s'en rapproche pouvait postuler. Le SGAR Midi-Pyrénées l'a fait via le CEGET et a obtenu son financement pour expérimenter un portail open data et information géographique qui en fait serait une étape de consultation de data.gouv, mais vraiment sur le faisceau, la région Midi-Pyrénées. Et ça permet en fait d'utiliser data.gouv.fr comme concentrateur des différents portails qu'il peut y avoir sur le territoire, des différentes initiatives qui ne se parlent pas toujours très bien, État, région, etc. On peut avoir des choses très complexes dans certains cas. Ce n'est pas forcément le problème Midi-Pyrénées. Et d'expérimenter un développement d'interface en fait, qui devrait être très simple à mettre en œuvre. Donc on les appuie aussi sur le développement informatique. Voilà. Et enfin, on a lancé une réflexion un petit peu plus large avec Géo Rhône-Alpes, MIPIGéo aussi et Géo Bourgogne via le GIP sur comment on préfigure les futures plateformes d'information géographique et aussi open data dans ces super régions, enfin en tout cas ces futures régions qui en fait regroupent souvent plusieurs plateformes qui étaient déjà préexistantes. Donc
cette préfiguration a démarré, enfin ce travail, je veux dire, a démarré en septembre. On va le formaliser ce mois-ci, en mettant en place une sorte de groupe de travail. Et l'objectif, ce serait quand même d'avoir un maximum de mutualisation sur ces 3 régions et après de pouvoir ouvrir, ou même le plus rapidement possible, d'ouvrir à d'autres régions qui se posent ces questions. Et pourquoi pas avoir des plateformes bêta sponsorisées par Etalab dès le premier trimestre 2016. Voilà. Donc démo, je peux faire une démo. J'ai le droit de publier les données région Alsace, c'est vrai, officielles? Ou peut-être en privé? Je les mets en privé sinon. Non, non, mais allez-y. Ah, super. Alors attention, du coup l'heure est importante. Alors. Donc rapidement, je vais quand même... Juste peut-être un petit sondage. Qui n'a jamais été sur data.gouv.fr Jamais. Jamais ou quasiment jamais. A été une fois pour voir ce que c'était et n'y est jamais retourné. Bon, ça va, donc c'est encore là. Donc je vais me connecter sur data.gouv.fr avec mon compte personnel pour le moment. On n'est pas à l'abri d'un effet démo, hein, comme bien sûr, souvent. Perdu. Donc l'objectif, c'est de démontrer qu'à partir du moment où on a fait le travail sur son IDG, publier des données sur data.gouv.fr, c'est très facile. Donc déjà, je les publie sur quel compte? Sur mon compte perso en attendant, sur le compte Sigal, sur le compte Région Alsace. Si c'est les données en région Alsace, ce sera aussi sur région Alsace. D'accord. Donc là, ça va être intéressant déjà. Bon, évidemment, là, il se passe une chose qui ne se passe pas d'habitude, c'est que je vais pouvoir rejoindre moi-même la région Alsace. Normalement, il faut que vous soyez déjà administrateur. Donc je rejoins. Voilà, j'y arriverai peut-être pas en fait. Éditer. Donc je vais juste m'ajouter en tant qu'administrateur de la région Alsace. Ça marche pas ça? Super. Ça c'est un bug signalé, hein, d'ailleurs, c'est assez marrant qu'on puisse le voir en direct. Mais en fait, on ne voit pas les noms des personnes. C'est ça qui est assez intéressant en ce moment. Je crois que je vais pas m'en sortir en fait. Hein. Ça va être. Oui, c'est ça doit être la CNIL. Sinon, tu publies les données Sigal. Ah, celui-là, c'est bon. Je vois au moins ma tête, c'est déjà bien. Voilà. Super. Donc, maintenant, je vais sur... Donc, le prérequis, c'est ça, hein, c'est d'être administrateur de l'organisation dans laquelle on veut publier les données. Bon, si vous ne l'êtes pas, si l'organisation existe déjà et que la personne est partie depuis 2 ans, ce qui arrive souvent, il suffit de nous envoyer un mail. Alors, vous pouvez envoyer un mail directement à inspire@data.gouv.fr, mais il y aura les coordonnées à la fin. Alors, donc cette fois-ci, c'est un site dédié qui est à côté. Donc, je me connecte. Alors ça me dit simplement, est-ce que vous autorisez Passerelle Inspire à accéder aux données de DataGouv? Alors c'est un peu comme sur Facebook en fait, hein, c'est un peu le même esprit. Parce que même si on est dans le même bureau, on a essayé de faire une plateforme, donc en fait n'importe quelle application qui voudrait se connecter à la plateforme aurait le même type d'interface. Il n'y a pas de facilité entre inspire.data.gouv et avec data.gouv. Donc là normalement si ça se passe bien dans cette fantastique liste, parce que je suis administrateur de beaucoup de choses en ce moment, il y a la région Alsace, ici. On me demande de choisir le catalogue source. Donc là, je pense que c'est Sigal GeoCatalogue, c'est ça? Je le vois, celui-là. Voilà. Je dois associer les producteurs, parce que dans ce catalogue-là, il y a plein de producteurs. Et en tant que région Alsace, je ne vais pas publier n'importe qui, n'importe quoi. Je pourrais, hein, peut-être que dans certains IDG, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est vrai, on le fait. Mais là, je vais publier que région Alsace. Donc là, je vois en face, j'ai 22 jeux de données. Donc c'est ça. J'aurais pu avoir différentes typographies dans le cas où elle aurait pu être mal orthographiée dans certains cas. Donc j'associe région Alsace. Elle ne peut pas être associée plusieurs fois.
là, je vois par exemple que Sigal est rattaché à Sigal, donc ça c'est bien. Mais je n'aurais pas pu publier les données de Sigal sur ce compte, parce que c'est déjà associé ailleurs. Donc je reviens à la page précédente, je rafraîchis. Alors ça, c'est des étapes qui sont en train de disparaître, des étapes de synchronisation manuelle qu'on essaye d'automatiser complètement. Bon, c'est un peu rasoir, il y a l'explication point à point. En fait, voilà, une fois que vous avez associé tous les éléments, donc les catalogues et les organismes sources, vous faites une synchronisation et ça vous dit, voilà, il y a bien 22 jeux de données qu'on a trouvés. Je vais dans publier les données. Donc ça, c'est toutes les données que je peux publier, les 22. Donc je vais commencer à en publier une, hein, on va être raisonnable. Je clique. Voilà, c'est fait. Donc elle a disparu, elle est partie en bas. Ici, dans les données publiées. Donc je vais ouvrir un onglet, si ça marche. Et voilà, les données sur data.gouv.fr. Donc on voit qu'elles ont été publiées le 12 octobre. On est bien sur le compte Région Alsace. Ici, sur la partie gauche, on a construit le descriptif du jeu de données à partir des métadonnées Inspire. Donc bon, aujourd'hui, comme je vous disais, on ne prend pas tout. Hein, donc on a déjà la description, l'origine, on essaie de construire un historique. Et on associe aussi les liens, tout ce qui n'a pas été considéré comme un jeu de données téléchargeable, donc des liens annexes souvent. Donc là, la licence ouverte, elle est référencée sur votre catalogue, donc elle est disponible à cet endroit-là. On a aussi les mots-clés à droite. Et on applique aujourd'hui automatiquement la licence ouverte, parce qu'on a très peu de cas de plateformes d'information géographique qui vont utiliser d'autres licences. Souvent, essentiellement, ça va être la licence ODBL. On a le cas, par exemple, pour Rennes et pour une partie de Géobretagne. Donc pour l'instant, on n'a pas encore permis techniquement de publier sous une autre licence, mais on y viendra si c'est une demande plus générale. Moi, je sors des problématiques juridiques. On me demande de publier un ODBL, je publie un ODBL. Voilà. Donc là, on a publié 3 ressources. Alors là, je n'ai pas regardé ce que c'était à la source, mais ça devait être probablement un WFS. Donc un WFS avec une couche qui s'appelait CRA Canton CC48. Voilà, c'était son nom. Et donc j'ai proposé, on ajoute 3 flux qui sont un petit peu les flux les plus habituels. Donc un CSV sans les géométries, ce qui va servir souvent pour découvrir rapidement la donnée, et notamment pour ceux qui ne manipulent pas bien les données géographiques. Je pense à certains collègues d'Etalab qui aiment bien mettre tout dans des tableaux Excel. Donc ça, c'est bien pour eux. On a le shapefile qui est automatiquement en projection Lambert 93. Y compris pour les dom-tom, ça fait beaucoup rire certains services du MED, et ils ont raison. Et un JSON, un GeoJSON en WS84, ce qui est assez pratique pour ajouter ces données-là directement dans une carte, que ce soit UMAP, Mapbox, Google ou ce que vous voulez, ou même un outil SIG en interne. Voilà, donc je peux essayer de les télécharger s'il n'y a pas de pare-feu particulier. Voilà, bon, je ne vais pas y aller plus loin parce que je n'ai pas d'outil pour les afficher, mais donc c'est du transcodage à la volée, c'est-à-dire qu'on va se connecter à votre serveur WFS, vous nous demandez du GeoJSON WS84, on va faire le transcodage à la volée. Et c'est ça qu'on aimerait un petit peu industrialiser en proposant des packages réguliers pour avoir des performances un peu plus acceptables, parce que je pense que là, ce serveur-là répond bien, mais on a des serveurs sur des IDG qui sont très très lents, qui n'ont pas d'index, et donc du coup, quand on a un jeu de données sur une région complète, ça peut être très très lent. Très long même, et souvent plus long que ce qu'autorisent les serveurs d'Etalab, et donc du coup ça coupe derrière. Voilà, donc là j'ai fait le tour de la partie publication. Je vais vous montrer une petite chose qui va rapidement être transformée, mais l'idée est là quand même. Sur la page d'accueil d'inspire.data.gouv.fr, vous avez une petite partie catalogue de données. Donc comme je vous disais, c'est l'ancienne approche où vous rentrez dans un catalogue en particulier. Donc on va rentrer encore une fois dans Sigal. Là, je suis en version mobile parce que le projecteur est un peu serré. Mais on voit, on a la possibilité de rechercher. Et surtout, ce qui est intéressant, et ce qui intéresse en général beaucoup nos interlocuteurs, c'est les facettes de recherche qui permettent d'identifier facilement des anomalies. Par exemple, sur le type de données. Là, on a par exemple un jeu de données qui a un type non renseigné. Voilà, c'est normal, c'est un service, j'imagine. Mais on peut souvent identifier comme ça des anomalies assez intéressantes. Par exemple, on va avoir des formats qui ne correspondent pas à des types de données. On va avoir des nommages d'organisations qui sont incohérents ou des mots-clés qui sont aussi incohérents. Et ça permet aussi de regarder
quelles sont les données qui ont été considérées comme non téléchargeables. Et souvent, ça peut être un problème facile à corriger. Aujourd'hui, on ne va pas encore assez loin dans l'information qu'on vous présente pour diagnostiquer d'où vient ce problème, mais cette donnée, on l'a dans nos bases, il faut juste qu'on vous les présente, et c'est tout l'objet de ce que j'appelais le premier chantier de nouveaux moteurs de recherche, où en fait on vous affiche toute l'information qu'on peut avoir de manière la plus intelligente possible. Voilà, et la petite URL qui est cachée quand même, c'est pas très dur à reconstruire, mais qui préfigure un petit peu la suite pour inspire.data.gouv, c'est le moteur de recherche, on va dire, unifié, consolidé. Voilà. On a l'essentiel des IDG qui sont moissonnés aujourd'hui, et ça nous permet notamment de faire un certain nombre de reporting, comme je vous ai fait tout à l'heure, sur les chiffres, en regardant tout simplement les organisations, en ajoutant des filtres sur téléchargeables, etc. Donc ça peut vous servir d'ailleurs dans vos projets de réunification avec les régions limitrophes, de regarder un petit peu ce qui se passe, en n'ayant pas besoin d'aller voir dans GeoIDE, dans chaque élément, dans chaque sous-catalogue. Là, vous avez une vision globale. Vous pouvez aussi le faire sur le géocatalogue national, c'est un petit peu le même objectif. Mais en tout cas, il y a ces facettes qui sont intéressantes. Voilà.